Donc, il est déjà midi. On va se lancer. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Un webinaire organisé par Folks en collaboration avec Prospérité et GoRH. On est très excités de vous recevoir aujourd'hui pour parler des tendances RH 2025. On va avoir un format un peu différent des formats qu'on avait l'habitude de faire en 2024 pour ceux et celles là, qui avaient assisté à nos webinaires l'an dernier, qui étaient davantage des présentations magistrales, si on veut. Aujourd'hui, on va être davantage dans un format table ronde, groupe de discussion avec quelques questions là, pour animer le tout. Donc, ça devrait être très intéressant. En fin de rencontre, là, vous allez être en mesure de pouvoir remplir un petit sondage. Je vais vous envoyer le lien tout à l'heure. Donc, on est très avide là, de connaître vos commentaires, à savoir si vous avez aimé la formule, la recette aujourd'hui et si vous avez aimé le contenu, évidemment. Je vous invite à tous à m'envoyer des questions par le biais du chat. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer vos questions. Ces questions-là ne seront pas visibles à l'exception des panélistes qui vont pouvoir les voir. On va en choisir quelques-unes en cours de discussion et on se réserve un 15 minutes en fin de rencontre, soit de 12h45 à 13h, pour répondre aux questions du public. Donc, vraiment, là, on vous demande votre participation active. N'hésitez pas, envoyez-nous vos questions. Sinon, en termes de structure pour la rencontre d'aujourd'hui, ben, simplement, on va commencer avec une petite introduction. Euh, et ensuite de ça, on va y aller avec une question ouverte pour réchauffer les esprits. Et ensuite, ben, on va se lancer dans une discussion pendant une trentaine de minutes pour ensuite terminer avec une question de fermeture et une période de questions. Donc, sans plus tarder, je démarre le tout. Donc, je fais la promotion ici du prochain webinaire. On va avoir un webinaire le 16 avril prochain de midi à 13h sur la transformation numérique et RH. On va avoir la chance d'avoir deux experts, un expert en transformation numérique, un expert en RH. Il y aura moi comme animateur. Donc, encore là, un panel de discussion. Je vais vous copier les liens d'inscription, de même que les profils LinkedIn de tous les intervenants d'aujourd'hui dans le chat dans les prochaines minutes. Donc, je vous invite à vous inscrire si vous êtes disponible et si vous avez de l'intérêt pour cette thématique-là. Maintenant, très, très brièvement, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Folks, Folks aujourd'hui a plus de 1200 clients au Canada. On gère quotidiennement les dossiers de plus de 125 000 dossiers employés. On est répartis dans plusieurs provinces au Canada et on a obtenu un support financier là, de BDC Capital, Desjardins Capital, début 2024. On a le vent dans les voiles, on est très fiers, donc un beau fleuron québécois. Maintenant, qu'est-ce que ça fait, Folks? Bien, essentiellement, on a deux logiciels. On a un logiciel de gestion des candidatures, de même qu'un logiciel de gestion RH, donc un système d'information ressources humaines, comme vous pouvez le voir à l'instant, au cœur duquel là, se trouve l'employé. Maintenant, je présente mes experts invités aujourd'hui. Je commence en la personne d'Alex. Alex est un généraliste RH qui a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine, un consultant du côté de GoRH, en fait, un team lead, et spécialisé en marque employeur, spécialisé en rémunération et en accompagnement des gestionnaires. Donc, bienvenue, Alex. Merci d'être avec nous. Bonjour. Super. Ensuite de ça, ben, on a Nicolas Demarthe. Nicolas, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, est très actif sur les médias sociaux. Nicolas est un expert du recrutement, plus de 10 années d'expérience également, spécialiste en acquisition de talents seniors chez GoRH et a une expertise en recrutement international. Donc, on est très content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue, Nicolas. Salut Stéphane, merci et bonjour à tous. Et finalement, on a Karine avec nous, Karine Théoret, qui est présidente fondatrice de Prospérité. Karine, qui est une passionnée des nouvelles pratiques RH, cherche à toujours rester à l'affût, à expérimenter les nouvelles tendances. Et pour elle, son mantra, finalement, c'est de s'assurer que l'humain reste au cœur des entreprises. Elle croit beaucoup à la notion de plaisir, que ce soit pour les employés ou les gestionnaires. Donc, on est très content de l'avoir avec nous également. Bienvenue, Karine. Enchantée, merci tout le monde. Donc, j'ai le goût justement de réchauffer les esprits un petit peu et de commencer avec une question ouverte.
Selon votre champ d'expertise et à tour de rôle, pouvez-vous me donner vos impressions sur les principaux enjeux RH rencontrés sur le marché du travail présentement? Puis je commencerai peut-être avec Karine, tiens. Ben, merci. Super belle question. Tu lances ça en grande comme première question. Je pense que tout professionnel RH présentement dans les dernières années, puis je parle un petit peu plus personnellement, là, les 15 dernières années ont été mouvementées dans plein de changements. Beaucoup, beaucoup de nouvelles aptitudes, compétences, réalités. Je pense que ce qui nous touche présentement, on va parler un petit peu plus de la diversité qu'on vit autant dans les générations que les cultures qui sont présentes. Fait qu'on a beaucoup de moyens d'un peu plus comprendre comment s'uniformiser, comment mieux travailler ensemble. Je trouve que c'est une réalité qui était peut-être moins courante il y a quelques années, mais qui est très, très présente, mais qui est formidable. C'est juste qu'il faut bonifier ça, puis on a beaucoup d'alliés. Il y a des organisations mais, présentement qui sont là pour nous aider pour toute la culture du EDI qu'on connaît très bien maintenant. Fait que je te dirais que c'est plus ça, c'est comment vivre avec cette vague des nouvelles générations qui rentrent, les plus anciennes qui quittent, puis toute cette belle culture-là qui peut enrichir nos milieux de travail, mais qu'on doit travailler puis s'unifier ensemble. Fait que ça serait ça ma réponse. Super, très intéressant comme réponse. Est-ce que, Alex, t'aimerais y aller avec ta vision des choses? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Karine aussi. Puis je pense que pour continuer la réponse, en fait, on est vraiment en monde de transformation aussi, hein. On le voit depuis la pandémie aussi, puis avec ce qu'on vit actuellement avec les États-Unis. Puis on est dans un monde incertain, donc ça amène, tu sais, on a beaucoup l'innovation dans les valeurs de plus en plus présent, mais je pense que ça amène à être créatif, excusez-moi l'expression, mais se revirer sur un dissous. Donc vraiment vivre des changements, puis demeurer stratège au travers de ça. Donc, il y a une pression qui est différente aujourd'hui, mais qui est bien présente dans tous les types d'organisations, grandeur d'entreprise, type d'activité, là. Je pense que chacun, chacune vit les mêmes difficultés actuellement. Mm. Oui, c'est assez élargi, Ouais. effectivement. Ça touche à toutes les industries. Nicolas, toi, ton point de vue? Ouais, moi j'ai beaucoup à dire sur le sujet, sur les enjeux RH. Évidemment, je vais parler recrutement parce que c'est un peu plus mon domaine et je pense que le recrutement slash prétention est un sujet très très important pour les RH depuis la fin de la pandémie. Je pense beaucoup. Ce qui vient aussi avec la fin de la pandémie et qu'on remarque de plus en plus, c'est euh, la cohésion d'équipe, la mobilisation des équipes. On a tous été en télétravail, donc forcément, il y a un détachement aussi il y a un détachement des salariés envers les entreprises. On sent qu'il y a un petit retour en arrière où on aimerait justement retrouver cette cohésion. Donc on est dans un, je pense, dans un entre-deux de oui, télétravail suite à la pandémie, on l'a beaucoup développé, mais en même temps, on veut recréer une cohésion et faire revenir un petit peu les gens au bureau. Donc je pense qu'il y a ce côté hybride qui est un gros sujet du moment. Et puis un point important, c'est on sent, puis je pense que Karine pourra appuyer ce que je dis, c'est qu'on sent qu'il y a une pression de plus en plus importante sur les RH. On prend un rôle de plus en plus stratégique. On se tourne vers nous pour beaucoup, beaucoup de sujets internes. Et je pense que c'est un des enjeux RH, c'est on prend une place plus stratégique, plus intéressante, mais comment aussi on apprend à gérer, à travailler avec tout ça. Très intéressant. Ça ouvre la discussion très bien, au-delà de mes espérances même. C'est génial. Allons-y justement avec le premier grand sujet. Puis c'est une très grande catégorie hein, qu'on a définie tous ensemble. Cette première grande catégorie-là, ben, c'est le bien-être des employés et des gestionnaires. Puis ça englobe beaucoup de choses. C'est très large, ça reste. Puis je tiens à le mentionner aujourd'hui, on parle des tendances RH 2025. Tendance RH ne veut pas dire des nouveautés, hein. C'est vraiment des sujets d'actualité. Fait qu'il faut faire la nuance. Maintenant, en ce qui concerne le bien-être des employés, des gestionnaires, on pourrait conserver le même tour de rôle. On pourrait y aller avec Karine d'abord. C'est quoi ton ressenti ou qu'est-ce que tu vois, toi, dans ta pratique par rapport aux enjeux vécus autour du bien-être puis des employés et des gestionnaires? Euh,
OK, ça me touche tellement parce on le voit, puis si quelqu'un ose me dire que le volet de la santé mentale n'est pas présent dans le milieu de travail, j'ai hâte d'avoir un beau débat et une conversation très axée sur, on le voit, on le ressent, on est là, puis je trouve qu'on essaie de mettre en place beaucoup de processus, tu sais, je vois des calendriers pour créer des activités, la sensibilisation sur le bien-être, qu'est-ce que c'est? Mais je veux juste, souvent, j'amène les gens à juste revenir à la base, c'est la culture. Comment qu'on choisit de vivre? On a déjà des conditions, tu sais, souvent on va mettre des nouvelles conditions, des nouvelles tendances, mais on a déjà des conditions existantes que des fois ne sont pas bonifiées ou maximisées. Je vous explique. On a tous des pauses, des heures de dîner, mais on passe le temps à aller travailler. Puis il y a comme une culture que si on ose prendre notre pause, ben on n'est peut-être pas aussi bon puis aussi efficace que l'autre personne à côté. Fait que des fois, il faut juste revenir à une tendance de c'est correct de prendre le temps, de prendre le temps, de respirer. J'ai une entreprise qui sont vraiment mignonnes. Ils ont acheté des tomates minuteries. Est-ce que vous connaissez ça, la méthode Pomodoro? Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Pomodoro. C'est une petite tomate italienne. C'est des timers de 25 minutes. Puis ce qu'ils ont mis en place, c'est une culture où, hey, gang, on veut que vous vous permettez d'aller à la salle de bain, d'aller prendre une collation, de boire de l'eau. Fait qu'il y a des petites minuteries. Tout le monde a eu ce cadeau-là, puis on a dit, ça fait partie de notre culture. Tu travailles 25 minutes, c'est une petite minuterie qui sonne après 25 minutes. Je ne sais pas s'ils sonnent tous en même temps, je devrais leur poser la question. Sauf que là, après 5 minutes, tu te lèves, tu bouges, tu t'étires, tu respires et là, tu reviens. Mais tout le monde le fait, même les gestionnaires. Fait que des fois, il faut regarder ce qu'on donne déjà, puis est-ce qu'on le bonifie? Est-ce qu'on dit que c'est correct de prendre du temps, de prendre du temps? Fait que moi, c'est un peu mon aperçu, c'est qu'on peut mettre plein de processus sur le bien-être, c'est quoi le stress, la gestion de stress, mais qu'est-ce qu'on pratique à l'interne? Qu'est-ce qu'on envoie comme message par nos propres comportements? Fait que aussi simple qu'une petite tomate ou, tu sais, il y a une autre philosophie d'ajouter du white time ou, tu sais, du temps blanc dans son agenda. C'est un livre d'une jeune demoiselle qui s'appelle Juliette quelque chose. Ça s'appelle White Space, puis c'est du temps de juste respirer puis de se permettre d'être créatif, de revenir à nos esprits, mais que ça fasse partie de l'unité de la culture, tu sais. Puis je me rappelle, elle utilise un terme, j'essaie de me rappeler, là, mais elle disait quelque chose que c'était pour essayer d'éviter l'hyperactivité inefficace. Tu sais, on a le syndrome que je suis toujours occupée, c'est toujours... Mais es-tu efficace dans ce que tu fais? Fait que, tu sais, de se permettre d'avoir... Moi, le bien-être, c'est de se permettre le temps de respirer, même dans notre quotidien. Mais il faut que ça fasse partie de la culture. Fait que c'est un peu Puis, ma puis, tu puis perception. tu parles, Karine, puis Nicolas, on y arrive avec la question, mais tu parles d'efficacité, justement. Tu as fait un peu un lien entre ça et le bien-être. On pourra en parler tout à l'heure, mais je vais avoir une question pour vous autour de la notion de performance. Hein, tu sais, comment on réussit à trouver un équilibre là, entre la performance et le bien-être. Nicolas, curieux de t'entendre. Ouais, je voulais juste appuyer sur Karine sur le fait que les entreprises pensent qu'il faut toujours un avantage factuel, quelque chose. C'est bête à dire, hein, mais les entreprises, pour elles, le bien-être, c'est de mettre un billard tu sais, dans les locaux pour que les gens puissent se détendre. Mais non, c'est une culture, c'est quelque chose qu'il faut inculquer, que la direction doit faire redescendre aussi, pour que les gens se sentent à l'aise de prendre du bien, de prendre du temps pour eux et de favoriser leur bien-être. Donc, oui, je rejoins un peu Karine là-dessus, c'est qu'on veut toujours mettre des choses, des objets, ou en tout cas on veut mettre des choses en place qui sont très factuelles, flexibilité du travail, télétravail, bref, toute cette partie-là. Mais en soi, ça commence d'abord par une culture. Qu'est-ce que tu véhicules de manière générale au quotidien? C'est ça qui va faire que les gens vont se sentir, vont avoir un vrai bien-être, entre guillemets. Donc, c'était juste pour faire du pouce un petit peu sur ce que Karine disait. Parfait. Alex, toi, bien-être des employés, des gestionnaires, t'en penses quoi? Est-ce que tu rencontres ça dans les interrogations des gestionnaires, des propriétaires d'entreprise? Complètement, en fait. Puis la réponse à Karine m'a fait du bien, en fait, de revenir à la base aussi. Puis dans les dernières années, on a mis beaucoup la flexibilité, que ce soit d'horaire, de télétravail, le mode hybride, le choix des vacances, fractionner les vacances, les journées mobiles. Moi, j'aimerais ça comme bientôt, on voit dans la proposition de valeur aux employés, même dans la rémunération globale, comment on s'organise. Donc, Nicolas parlait aussi de culture, hein, mission, vision, valeur, les pratiques de gestion peuvent faire partie aussi de cette fameuse PVE, mais de la manière qu'on s'organise
au travail, en fait, comme par exemple le travail que Sonia Lupien a fait, son livre La gestion du stress. On a beaucoup de choses à apprendre et de mettre en pratique, en fait, dans nos organisations. Donc, on parlait de deep work, travail en profondeur, de productivité. Donc, puis je pense qu'on c'est encore confus en ce moment, la notion de productivité qui vient jouer sur le bien-être des gens dans un monde hyper connecté, qu'il faut répondre maintenant, tout de suite. Tout est une priorité, une urgence, alors que pour chacune des organisations, peut-être qu'on devrait réfléchir à, pour nous, c'est quoi la notion d'urgence et c'est quand c'est une urgence. Quand est-ce que je dois te répondre maintenant? Donc, ça peut être vraiment des beaux ateliers qu'on peut faire en équipe, par département, par direction, par gestionnaire, peu importe. Donc, pour que vraiment ça soit imbriqué, comme Nicolas le disait, dans la culture, puis que ça devienne vraiment attractif pour les employés. Puis tu parlais d'urgence, puis on y arrive, Karine, mais et puis il y a la notion des générations aussi. J'écoutais un épisode de L'Œil du cyclone l'autre jour, puis je trouvais ça drôle parce que il y avait différentes générations qui étaient présentes. Puis, exemple, moi, ben, quand j'ai quelque chose d'urgent, je vais prendre le téléphone. Mais un texto, des fois, ben, je vais prendre plus de temps à répondre. Mais alors qu'il y en a d'autres qui disent non, non, un texto, c'est urgent, hein? Fait que, bref, ça peut être intéressant, effectivement, de baliser un petit peu les attentes de l'entreprise là, par rapport à ça. C'est un très bon point, Alex. Karine, oui, tu avais un commentaire. C'est juste vraiment rapidement parce que ce qu'Alex vient de dire m'a beaucoup touchée. Là. Je me suis dit, tu sais, il faut juste aussi revenir à une sensibilité sur la charge mentale. On le vit, hein, la rétention, les départs, les congés de maladie, les vacances. La charge mentale, tu sais, quand on parle des bien-être, des fois, c'est l'impact qu'un individu doit s'absenter pour un bout de temps, l'impact que ça l'apporte aux autres. Tu sais, moi, j'ai des entreprises qui ont dit, dès qu'il y a quelqu'un qui part en vacances, 1 ou 2 semaines avant, on s'assoit ensemble puis on regarde qu'est-ce qu'il reste à faire. Tu sais, c'est juste revenir à la base. C'est cette genre de bienveillance-là de dire, ah, là, on vient de perdre 2 coéquipiers. Est-ce que nos projets en cours sont encore atteignables? Sont-ils, est-ce qu'on peut les livrer? Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est vraiment ça. Il faut juste revenir, encore, on parle de culture, d'être sensible à la charge mentale de sais, il faut s'inquiéter pour la personne qui malheureusement doit nous quitter ou s'absenter pour son congé de maladie, sauf que les autres individus qui sont là, qu'est-ce qu'on fait avec eux, comment on distribue, puis est-ce qu'on peut atteindre la même... Tu sais, quand tu as quelqu'un moins qui rame dans ton bateau, là, c'est plus difficile pour le reste des gens. Fait que cette sensibilité-là, je pense qu'elle est importante dans les enjeux de bien-être. Nicolas? Oui, je vais revenir sur ce que tu disais, Stéphane, sur le côté générationnel. Faut oublier que le bien-être aussi est différent en fonction des générations. Mm. Tes seniors n'ont pas les mêmes attentes en termes de bien-être ou les mêmes besoins que tes juniors, finalement, parce que, tu sais, comme tu le dis, il y a vraiment des générations qui sont différentes dans leur fonctionnement. Il y a eu un changement du monde du travail qui a évolué très rapidement sur ces 20 dernières années, donc forcément, on a des attentes qui sont différentes. Ça, c'est la première chose. Puis, la deuxième chose, je vais jeter un pavé dans la mare, mais on parle beaucoup de flexibilité, de télétravail, etc. On pense que c'est la solution miracle pour le bien-être. Mais c'est quelque chose qui est à double tranchant. Est-ce que tu veux rendre tes horaires tellement flexibles que tu permets à tes salariés de travailler le week-end, ce qui en soi va aussi venir beaucoup, beaucoup impacter ton Ouais. bien-être? Oui, je vais finir peut-être plus tôt le jeudi à 14 heures, mais si tu te retrouves à travailler 6 jours sur 7, est-ce que vraiment c'est du bien-être? Je suis pas sûr. Idem sur le télétravail. Oui, je t'accorde du télétravail, mais ça crée aussi de l'isolement. Donc c'est ça aussi où, comme je disais, on cherche toujours la solution miracle au bien-être. Puis souvent, ça passe par des avantages comme télétravail, etc. Mais il faut aussi penser un petit peu à l'envers du décor. Oui, t'amènes un point intéressant, Nicolas, effectivement. Alex? Oui, puis, pardon, je pense dans le mot aussi pour veiller au bien-être, on peut offrir beaucoup de reconnaissance, c'est connu, mais dans le mot reconnaissance, reconnaître, il y a le mot connaître aussi. Donc, des fois, dans les one-on-one, OK, parfait, ça peut être une belle mesure d'implanter pour s'assurer vraiment que l'organisation du travail est correcte, mais encore une fois, comme on le disait au début, revenir à la base, demander à l'employé comment ça va. Es-tu bien dans tes tâches, dans ta charge de travail, la relation avec tes collègues, avec tes clients, avec avec moi comme gestionnaire, etc. Puis je pense que ça s'en vient, là, c'est déjà en cours, mais vraiment offrir une expérience employée, vraiment valider le cycle de vie de l'expérience employée individuelle à chaque personne, en fait, encore une fois, dans une forme d'inclusion et de personnification, pardon. Ça me fait penser à ce que tu dis, Alex. On avait rencontré Claudia Lépine, qui, entre autres, a développé un outil pour essayer de personnaliser les évaluations de performance, mais par employé, avec leurs propres intérêts. Donc, si moi, ben,
je souhaite être reconnu publiquement ou j'aime telle attention particulière, etc. Bref, comme tu dis dans le mot reconnaître, il y a le mot connaître, là, ça je vais m'en rappeler de celle-là. Karine? Euh, On a mis beaucoup d'emphase sur les employés. Je voudrais pas qu'on oublie les gestionnaires. Si vous me permettez, c'est peut-être par là que j'aimerais peut-être finaliser la conversation ou rouvrir une nouvelle Mhm. conversation. Euh, je les sens fatigués, je les sens tannés. Le mot ça va bien aller qu'on a entendu si souvent pendant le COVID est un petit peu irritant maintenant. Fait que je pense qu'il ne faut pas les oublier. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que, tu sais, il faut un peu normaliser la vulnérabilité présentement en leadership. Je pense que c'est quelque chose où ce mot-là doit devenir acceptable et non pas jugé. D'oser demander de l'aide, de connaître ses limites, de savoir. Tu sais, on est d'accord, l'énergie se dégage beaucoup, beaucoup si notre gestionnaire n'est pas bien et surchargé lui-même, a beaucoup de pression. Puis, tu sais, on n'a aucun concept aussi de ce que les gens vivent personnellement. On n'est pas là non plus pour ça, mais ça prend une certaine conscience que c'est plus global des fois que juste l'impact du travail. Fait que la vulnérabilité dans tout ça, puis je vais juste vous partager souvent à la fin d'une formation, je vais souvent mettre l'image des masques d'oxygène qui tombent dans un avion. Et puis, souvent, on se retrouve à ce que l'agent de bord va nous expliquer que si jamais il manque d'oxygène, la première chose que vous devez faire, c'est vous donner de l'oxygène pour être capable d'avoir toute votre capacité d'aider les autres à côté à mettre leur masque. Puis cette image-là m'a beaucoup touchée, moi, à travers mon parcours parce que je réalisais que j'en donnais beaucoup et puis que des fois, j'oubliais de respirer et de me donner de l'oxygène. Fait que, tu sais, pour les gestionnaires qui sont là, s'il vous plaît, oubliez-vous pas. C'est important parce que tout ça, c'est beaucoup de pression. On le dit, là, le rôle du stratège RH ou de la personne RH est beaucoup plus, tu sais, l'ampleur prend sa place, sauf qu'il ne faut pas s'oublier dans tout ça. Fait que c'est tout ce que j'ai à noter. Oui, puis effectivement, puis de plus en plus, avec la vitesse à laquelle il y a des perturbations sur le marché du travail, que ce soit par l'IA, par les tarifs, par peu importe, ça finit souvent, hein, on vient souvent cogner à la porte du professionnel RH pour lui demander son input, son avis. C'est pas évident. J'avais une petite question pour vous, justement, sur le bien-être des employés puis des gestionnaires. Euh, bon, puis, tu sais, on en a évoqué déjà certaines idées, mais au-delà des avantages traditionnels, tu sais, on pense ici au gym, à la possibilité de faire du télétravail, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour réellement favoriser le bien-être de leurs employés et de leurs gestionnaires en 2025? Est-ce que vous avez des conseils pratiques que vous avez vus justement dans des entreprises que vous aimeriez donner au public? Je pense que ça revient un peu à ce qu'on a dit en entrée de jeu, en fait. Je pense que ça revient beaucoup à l'organisation du travail aussi, le niveau d'urgence, de priorité. Je pense qu'on est dans un monde où on va continuer à vivre quand même une certaine charge de travail. On ne peut pas faire fi de ça, puis on ne peut pas dire, ben, assure-toi que tout le monde a une bonne charge de travail. Oui, mais dans les faits, sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on ressent, en fait, des gestionnaires, des dirigeants d'entreprise, etc. Ça reste quand même quelque chose de très sensible à valider. Mais n'empêche, il faut quand même s'attarder, poser la question à l'employé de as-tu une bonne charge de travail? Puis je pense vraiment la projection par objectif à moyen terme aussi. Souvent, on y va vraiment à la semaine, mais peut-être regarder une vision mensuelle, par exemple. L'organisation, tu as tel type de projet, combien d'heures tu vas investir dans ce projet-là, as-tu besoin d'aide, peux-tu le faire j'allais dire, en collaboration avec quelqu'un aussi pour faciliter le transfert des connaissances. Donc, je pense que c'est de mettre les gens dans des conditions de succès, en fait, et vraiment valider que quelqu'un peut venir en aide, comme Karine disait, quand on a besoin d'un respirateur artificiel, là. Vraiment éviter que ce soit toujours la même personne qui reçoit toute la même pression, en fait, de A à Z. Fait que je pense que c'est vraiment d'avoir un plan BC pour l'employé, puis de l'outiller, puis de lui donner des ressources de temps, de compétences, donc de formation, d'outils, etc. Excellente réponse. Je pense que Nicolas, Karine, vous êtes d'accord avec, Seulement. avec la réponse d'Alex. Ouais. Aviez-vous des compléments, des choses que vous auriez voulu ajouter là-dessus? Ouais, moi, il y a un sujet que j'aimerais aborder. Karine en a parlé. Je pense que le bien-être va de pair avec la santé mentale. Mm. Puis c'est un sujet très important qui, selon moi, est encore trop négligé, trop mis de côté. Donc, je pense que de donner accès à des professionnels de la santé mentale, à ses salariés, ses gestionnaires, je pense que c'est un point qui devrait être,
je ne veux pas dire obligatoire, mais qui devrait faire partie des avantages qu'on propose aux salariés. Et puis souvent, on, on- on- on donne accès aux professionnels une fois que c'est trop tard, une fois que la problématique est là. Et en fait, je pense qu'on devrait démocratiser en entreprise le fait d'avoir accès à un professionnel de la santé mentale, comme tu vas faire un check-up en faisant des prises de sang. Ben, je pense qu'on devrait pousser ses employés, ses gestionnaires à aller consulter quelqu'un, même si tout va bien, parce que c'est là où on va pouvoir prévenir les problématiques de santé mentale. Souvent, on le voit un peu comme une solution en fin de course, si je peux dire ça comme ça, où on voit cette solution-là trop tard. Selon moi, il faudrait sensibiliser un peu plus les équipes à ça, puis donner accès de manière un peu plus facile aux professionnels de la santé mentale. Puis même si on a l'impression que tout va bien, c'est aller aussi travailler ce côté très santé mentale. À mon avis, des fois, on prend le problème un petit peu en retard. Et au niveau santé mentale, est-ce que vous avez vu une évolution dans les dernières années, tu sais, dans l'adoption de bonnes pratiques pour préserver la santé mentale dans les entreprises? Je pense que c'est encore à développer, à travailler. Comme on vient de le dire clairement, Nicolas a raison, on est plus réactif. C'est quand on vit l'impact d'une situation que là, tout d'un coup, on met un processus en place. Fait que je pense qu'il faut peut-être un petit peu plus être proactif versus réactif dans cet axe-là. Je sens aussi qu'on a peur de rentrer. Là, moi, si je vous dis, là, je sens les gens, ouais, mais tu sais, on ne veut pas ouvrir un sujet, puis là, tout d'un coup, on n'a pas l'expertise à l'interne d'être capable de répondre. Fait que souvent, je sens qu'on évite un peu ce sujet-là jusqu'à temps qu'on se dise, si ça l'arrive, je le gérerai, mais là, j'ai pas l'expertise. Tu sais, on n'est pas psychologue, là, quand même, on est en ressources humaines. Fait que c'est d'aller s'outiller. Je suis totalement d'accord. Aller chercher des ressources, des liens. Souvent, tu sais, on a souvent des programmes d'aide tu sais, aux employés, sauf qu'on ne bonifie pas ce service-là, l'importance, autant que vous avez un problème financier, de la misère à arriver dans vos budgets, tu sais, de la difficulté avec plein de choses, ils sont tellement formidables. Cependant, il faut le mettre de l'avant. Fait que récemment, je suis allée en entreprise, puis partout, là, c'était marqué, hey, vous vivez telle chose, voici le numéro, vous avez telle question, voici le numéro, tu sais, faut profiter de ces services-là, puis le mettre de l'avant. C'est pas à nous d'y répondre, mais soyons proactifs, il faut le mettre de l'avant. Oui, Alex. Oui, pour continuer là-dessus, en fait, en ce moment, il y a beaucoup de changements, comme on le disait aussi, mais j'entends beaucoup des gestionnaires, voire même des directeurs, ça fait 10 ans, 15 ans, voire même 20 ans que je gère des employés, en fait, que je fais de la gestion de personnel. Je ne sais plus comment, je suis fatigué, je ne sais plus comment m'y prendre. Help, aidez-moi, tu sais. Donc, je pense qu'effectivement, il faut enlever un peu le fardeau de multi-chapeau puis dire, OK, je deviens un psychologue, un conseiller financier, un conseiller juridique, mais vraiment proactivement de connaître nos ressources qu'on peut offrir à nos employés. C'est ça le devoir de leadership du gestionnaire, en fait, être capable d'accompagner, de poser des questions, d'écouter l'employé aussi, mais vraiment de l'accompagner aussi vers la bonne personne, la bonne ressource. Pour enlever cette pression-là du gestionnaire aussi. Des gestionnaires me disent, bien, je passe la moitié de ma semaine à résoudre des problèmes de mes employés. Des fois, c'est même plus de problèmes personnels que professionnels. Ça aussi, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Donc, il faut vraiment aussi les gestionnaires à diriger les employés vers les bonnes personnes qui ont les bonnes compétences pour aider les employés et garder un leadership ajouté. Je me permettrais d'enchaîner sur le prochain grand sujet. Bon, il y avait le bien-être des employés, des gestionnaires, mais on a aussi le courage et la détermination en gestion qui encore là englobe plusieurs volets et on était tous d'avis dans nos discussions en amont du webinaire d'aujourd'hui que c'était une thématique qu'on devait toucher. Je rappelle au public de ne pas hésiter à envoyer des questions dans la section Q&A. Je n'ai peut-être pas été assez précis sur ça tout à l'heure. En fin de rencontre, on va conserver les 15 dernières minutes là, vraiment pour répondre à des questions du public. Fait que vous pouvez déjà commencer à les envoyer. Puis ça va nous faire plaisir d'y répondre tout à l'heure. Donc, sur le courage et la détermination en gestion, qui se porte volontaire pour se lancer sur ce grand sujet? Je peux y aller. En fait, je pense on en parle beaucoup maintenant parce que comme un retour de balancier aussi dans la relation employeur-employé, donc on donne beaucoup aux employés en échange de leur engagement. Donc, je pense que l'approche, en fait, avec nos employés change depuis les dernières années. Donc, une relation beaucoup plus de collaborateurs gagnant-gagnant que
employeur-employé. Mm. Donc, je pense que ça l'a dilué, en fait, dans le temps, le courage managérial. Et avec le contexte qu'on vit actuellement, on vient de parler de bien-être, de santé mentale, mais les gens ont la mèche courte actuellement. Donc, c'est sûr que la peur, la crainte, en fait, de jeunes gestionnaires, puis même les plus anciens aussi, de perdre des employés, la réputation, la peur du conflit aussi, la peur même de se faire challenger. Donc, je pense que c'est ça qui a quand même dilué, en fait, le contexte dans lequel on vit actuellement, là, le courage managérial. Et je pense qu'il n'y a suffisamment pas assez de formation donnée aux gestionnaires dans ce sens-là. Donc, à quoi on se réfère pour mener une rencontre difficile, donc à nos politiques, notre culture, nos valeurs, donc outiller le gestionnaire d'aller vers une situation qui est difficile à gérer et non faire de l'évitement qui peut empirer la situation actuellement. Donc, tout passe par l'accompagnement, le onboarding du gestionnaire, sa progression de compétences à ce niveau-là. Donc, vraiment d'offrir, puis je vais peut-être plus trop loin dans la discussion là, tout de suite, mais vraiment d'outiller le gestionnaire. Nicolas? Je rejoins un peu ce que Alex dit. C'est que je pense que la problématique de la plupart des entreprises, c'est de considérer que si tu es bon dans ton travail et que tu as de l'ancienneté, tu es un bon gestionnaire. Et en fait, Mhm. de manière logique, on va te faire évoluer sur un poste de gestionnaire parce que tu as bien fait ton travail ces 3 dernières années et puis tu as 10 ans d'expérience, donc forcément, tu vas réussir à gérer une équipe. Donc, je pense qu'on minimise un peu trop ce côté-là que gérer des gens, c'est un travail à part entière, c'est un apprentissage à part entière et ça rejoint ce que disait Alex sur la formation. Il suffit pas de dire, ah bah tu sais, t'as été bon dans ce que tu as fait ces 3 dernières années, tiens, c'est toi qui vas gérer l'équipe et tu vas avoir 6 personnes sous ta direction. Non, c'est oui, tu es bon dans ce que tu fais, est-ce que tu sens que tu es capable de le faire? Et puis nous, on va t'aider, même si tu as des lacunes dans certains domaines de gestion, bah, on va t'accompagner, on va te former, on va te coacher. On part trop du principe où, sous prétexte que tu es bon dans ce que tu fais, tu vas être bon à gérer une équipe, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, je pense que ce côté formation, accompagnement, et le point le plus important qui était encore trop mis de côté maintenant. Ouais, c'est pas parce que tu étais le meilleur joueur dans l'équipe de hockey que tu vas être le meilleur coach, hein? Oui, c'est exactement ça. Puis la plupart des coachs n'ont pas été les meilleurs joueurs de leur Hum, discipline, pour la plupart du temps en tout cas. très bon point. Karine, qu'est-ce que tu en penses, toi? Euh, ce que ressens, c'est encore, je vais utiliser certains termes que j'ai déjà utilisés, là, mais c'est la peur. Je sens que les gestionnaires se sentent un peu menottés. Fait que vraiment, là, j'ai l'image, là, je suis menottée, j'ai pas le choix. Tu sais, j'ai pas le choix. On veut pas créer de vagues. Fait que l'audace d'avoir des conversations difficiles, d'aborder des sujets difficiles, de donner de la rétroaction. Tu sais, elle peut être la plus positive possible, mais on n'a aucun impact sur comment la personne va la percevoir. Tu sais, c'est ça l'enjeu de la communication. Fait qu'on se sent dans un milieu un peu menotté où on ne veut pas créer de vagues. Le courage managérial, ça prend quand même, ça prend de l'audace, ça prend de la vulnérabilité, c'est de s'embarquer dans des conversations. Je peux rentrer sur toute la théorie de comment on va pour oser avoir des conversations difficiles, mais je pense qu'on va y venir tantôt. Mais je pense que là, si on veut vraiment revenir à pas reprendre contrôle, c'est pas ça, mais de revenir à faire avancer les choses, c'est vraiment de se dire, regarde, je me lance dans cette conversation-là. Puis la résistance au changement, vous le vivez tous, là, le changement, tout humain adore le changement. Donc, c'est pas vrai, là. Vous êtes tous d'accord que ça amène certaines craintes à l'interne. Fait que, tu sais, pour moi, du courage en gestion, c'est aussi la capacité d'innover, de créer, de changer les processus, mais aussi de savoir comment intégrer ces équipes à suivre puis embarquer avec nous dans tout ça. Il y a une citation, je vais essayer de m'en rappeler, mais faut mieux prendre le changement par la main qu'ils vous prennent par la gorge. Tu sais, Hum, puis je le vois beaucoup, ça, c'est comme, tu sais, c'est de l'audace, ça, tu sais, d'oser avancer, malgré le fait que ça se peut que je perde des joueurs clés, que je déstabilise mon équipe. Sauf que pour avancer, ça me prend cette audace-là, ça me prend ce courage-là. Fait que je pense que c'est une compétence nécessaire dans la réalité présente, mais c'est pas facile, c'est pas simple, ça prend du développement, là. C'est pas inné dans tous. Puis la réalité fait que tu es comme, oh non, j'ose pas, je vais laisser les choses comme ça pour l'instant parce que tu sais, j'ai une main-d'œuvre qui est un peu instable, où je suis pas certaine que les gens vont embarquer, où je sens que la santé mentale de mon groupe est un petit peu délicate présentement. Fait que c'est difficile de bien saisir là, si j'avance ou je reste. Tu sais, qu'est-ce que je fais?
Puis j'ai beaucoup aimé ton image, puis ça me fait penser au concept, tu sais, il faut constamment innover, hein. Si on n'innove pas, à un moment donné, c'est les compétiteurs qui le font, puis c'est la mort qui nous guette, là, façon de parler. Donc, la main à la gorge, comme tu disais. C'est beau le courage managérial, etc., mais ça peut venir parfois avec de la maladresse, ça peut venir avec des répercussions négatives. Euh, Qu'est-ce qu'une entreprise peut faire pour mettre en place le bon environnement ou le bon contexte pour tu sais, s'assurer de minimiser les dérapes autour du courage managérial? Est-ce que vous auriez des conseils là-dessus? Je vous en pose une bonne, hein? Ouais. Ben Alex, c'est quelque chose à bonifier, sinon je vais y aller. Ben, en fait, je voulais faire un peu du push sur ce qu'on vient de parler, en fait, tu sais, quand on donnait des exemples de c'est quoi le courage managérial, mais je pense aussi que traditionnellement, on pensait que le gestionnaire devait tout savoir, avoir la réponse à tout. On veut avoir du leadership, on veut que ce soit un coach. Donc, le courage managérial aussi, c'est mettre un peu son ego de côté et être capable de, on parlait de créativité, d'innovation, l'intelligence artificielle qui arrive, on recrée nos processus, nos méthodologies, l'organisation du travail. Donc, je pense que c'est d'être capable de retourner vers son équipe aussi, puis de le réfléchir ensemble, de trouver des solutions en équipe. Puis ne pas être, d'avoir peur, en fait, quand on n'a pas la réponse à quoi que ce soit, de référer aux bonnes personnes de son équipe ou l'équipe voisine aussi. Donc, je pense que ça peut contribuer là, au courage managérial aussi, ce changement de positionnement-là là, chez le gestionnaire. Super. Donc, on commence à avoir des questions du public. Merci en passant pour votre participation. On les cumule, puis on va y venir très bientôt. Euh, j'ai peut-être une question pour vous. Si je pouvais faire du pouce un peu sur ce qu'on disait là sur le courage managérial, tu sais, je vais retirer un peu la même chose que sur le premier sujet, mais c'est très culturel aussi. Si ta direction a du courage managérial avec toi, bah, tu vas avoir plus de facilité à l'avoir avec ton équipe. Tu te sens un peu le vilain petit canard finalement qui est toujours là à taper sur le dos de ton équipe ou en tout cas à devoir prendre les mains sur ce courage-là, bah, peut-être que des fois tu vas le faire un petit peu à reculons ou alors tu vas pas le faire du tout. Je pense que si le courage managérial vient de ta direction également, puis qu'on t'inculque aussi, c'est nous on en a avec toi donc et du courage managérial avec ton équipe, on le pousse puis on le valide puis on a envie que tu prennes ça en main. Je pense que ça va aussi beaucoup aider. Faut que le gestionnaire sente que la direction va dans ce sens-là aussi et qu'elle ait aussi cette démarche-là avec lui. Oui, Alex? Je pense aussi, pardon, que comment on peut outiller la culture, en fait, comment on peut faire en sorte que la culture, pardon, aide au courage managérial. Bien, c'est de donner des repères aux gestionnaires pour faire des décisions et être capable de nommer les choses. Donc, des fois, on n'est peut-être pas assez proactif, mais quand on l'a sur papier, quand on l'a noir sur blanc, ça nous aide aussi, puis quand on l'implante dans la culture. Donc, on parle beaucoup de mission, vision, valeur. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi les bons comportements? Qu'est-ce qui facilite le bien commun aussi? C'est quoi nos objectifs dans le trimestre, l'année qui s'en vient, les prochaines 3 à 5 années, pour que si jamais il y a un comportement qui est déviant ou un résultat, bien, on est capable de se référer aux attentes aussi. Hmm. Donc, je pense que la clarté, je reviens au courage managérial, mais être capable de nommer les attentes qu'on a individuellement, collectivement aussi, bien, il y a un petit dérapage, bien, on peut revenir Se sur rattacher. Hmm. exactement sur déjà qu'est-ce qui a été communiqué. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise pour personne rendu à ce moment-ci, normalement. Karine? Ben, j'adore, tu sais, on parle de culture, puis encore une fois, faut revoir, là, tu sais, dans ce périmètre-là, est-ce qu'on se donne le droit à l'erreur? Tu sais, on a parlé tantôt, là, tu sais, de c'est quoi l'impact négatif des fois qu'on peut vivre dans tout ça, puis est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Je ne sais pas si vous connaissez un peu le livre, ça s'appelle Les 5 dysfonctions d'une équipe. J'ai aucune idée, je me rappelle plus de l'auteur. Mais tu sais, c'est vraiment comme le triangle, l'échelle de Maslow, là, c'est formidable, là, tu sais, c'est un peu la même méthodologie. Mais ils disent, tu sais, la fondation d'une équipe, là, pour que l'équipe soit fonctionnelle, c'est le lien de confiance, c'est le droit à l'erreur, le droit de oser aborder des conversations difficiles, puis des fois manquer de tact puis de diplomatie, mais d'être capable d'assumer puis de dire, hey, OK, je l'ai pas eu cette fois-ci, tu sais, mais voici ce que je voulais dire. Moi, je pense que pour avoir une conversation, la chose la plus importante, il faut préparer nos conversations, tu sais, il faut avoir un peu
je dis toujours aux gens avant que tu embarques dans une conversation, est-ce que tu as une compréhension de l'intention où tu souhaiterais Hum, dans ton monde de rêve arriver? Parce qu'on est d'accord que tu n'as aucun pouvoir sur la personne qui va recevoir ton message. La seule personne qui peut avoir l'impact sur le outcome de ta conversation, c'est toi-même. Fait que si la personne qui aborde la conversation est dans un état où son non-verbal, son enfant a fait le bacon le matin dans la cour, puis il voulait pas s'habiller, puis son non-verbal n'est pas présent, puis il aborde une conversation, il est peut-être en train de déstabiliser la culture ou la relation ou la communication dans tout ça. Fait que moi, je dirais pour bonifier là, tout le courage managérial, c'est d'aller voir les petits piliers là, de l'échelle des 5 dysfonctions d'une équipe. C'est, tu sais, la confiance, c'est la fondation. Après ça, c'est la peur du conflit. Tu sais, il y a des éléments qu'on peut regarder et évaluer à l'interne. Regarder notre stratégie, regarder notre culture, puis dire est-ce qu'on se permet l'erreur, est-ce qu'on se pardonne, est-ce qu'on est capable d'assumer nos erreurs, puis d'en apprendre. Puis on a-tu peur du conflit, est-ce qu'on est capable d'avoir des conversations intègres et honnêtes dans le bien-être d'atteindre un but commun. Tu sais, si tu embarques dans une communication avec quelqu'un puis tu as le goût de gagner, là, tu as déjà perdu. hum. Tu sais, on est d'accord. Fait que c'est un peu ça que j'ai à bonifier sur le courage managérial. C'est tellement large comme sujet, mais je suis totalement d'accord avec, avec Nicolas. Ça part de la culture. C'est est-ce qu'on se permet d'être courageux ensemble? Est-ce que tout le monde fait? Comme organisation. Puis pour le gestionnaire qui doit avoir cette conversation-là, qui n'est pas habitué, d'avoir un plan clair par rapport à ses intentions, peut-être d'aborder la chose avec transparence aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais la transparence en entreprise, vous en pensez quoi? Tu sais, est-ce qu'on devrait être hyper transparent, plutôt opaque? Qu'est-ce que vous voyez, vous? Puis c'est quoi vos conseils là-dessus? Je- J'allais pas parler sur ce sujet, j'allais pousser un peu sur le Oui. courage managérial, mais je pourrais y revenir après. Mais sujet, en tout cas pour moi, c'est un sujet qui est assez complexe, qui dépend de beaucoup de facteurs, notamment de la taille de l'entreprise, transparence sur quel sujet également. Tu sais, je faisais un post LinkedIn il n'y a pas très longtemps sur la transparence des salaires, puis les gens ont beaucoup parlé de cette partie-là. Beaucoup de gens, malgré ce que je pensais, voulaient de la transparence des salaires. Mais encore une fois, tu peux pas le faire dans toutes les entreprises. Ça dépend de la taille. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Donc, moi, de manière très personnelle et de ce que je vois, je suis pour la transparence. Ensuite, la transparence à outrance, il faut un certain contrôle dans la transparence, dans le sens où euh, si tu es transparent, il faut assumer de l'être, puis il faut avoir les arguments du pourquoi, du comment, parce que tu vas forcément avoir des retours, salaire ou transparence sur des choix de la direction ou autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose que tu peux avoir en entreprise, mais il faut être préparé et puis faut l'assumer. Hum. Intéressant. Est-ce que vous aviez des commentaires à ajouter là-dessus, Karine, Alex, avant qu'on on donne le mot de la fin sur le volet courage managérial à Nicolas? Moi, je sens qu'il y a une différence entre la transparence et l'authenticité. Fait que, tu sais, la transparence, c'est tout dire. L'authenticité, c'est d'être honnête avec soi puis de transmettre ce qu'on doit transmettre. Fait que je pense que je suis un peu d'accord avec Nicolas. Il y a des informations que je pense qui peuvent ou qui doivent rester pour pas déstabiliser parce que des fois, il y a des décisions exécutives qui peuvent déstabiliser. Fait que des fois, il y a des changements, il y a des vagues. Fait que des fois, la transparence, mais au moins l'authenticité de dire, regarde, voici, il y a telle chose. Ça veut pas dire de tout dire, ça veut dire de dire ce qui est nécessaire pour sécuriser puis encadrer l'équipe dans une destination parce qu'on veut qu'ils continuent, tu sais, qu'ils continuent à avancer avec nous, qu'ils soient présents. Tu sais, on parle de bien-être, mais le bien-être, c'est l'engagement, le non-verbal est très important là, dans le bien-être. Tu le sens. Si quelqu'un n'est pas bien, on devrait connaître nos gens, on devrait le sentir. Fait que souvent, dans la transparence, je sens qu'on peut des fois déstabiliser les gens. Dans l'authenticité, c'est dire ce qu'on a besoin de dire en restant honnête. Là, on est d'accord, là, pas dire des choses pour mettre des plasters. Là, tu sais. Sinon, ça cause d'autres enjeux. Là. Oui, il peut avoir un effet Ah oui. boomerang avec ça, effectivement. Alex? Ben, peut-être juste pour conclure là-dessus sur la transparence, il ne faut pas oublier aussi que c'est l'une des valeurs des nouvelles générations, en fait, sur le marché du travail. Pas que c'était pas dans,
dans les autres générations, mais c'est devenu une attente, en fait. Donc, au niveau de la confiance, donc si on veut travailler pour un employeur qui transmet ses objectifs, où ce qu'il est rendu dans sa planification stratégique, par exemple, comment ça a été cette année versus où est-ce qu'on s'en va l'année prochaine, même retenir l'information qui est utile au niveau de l'autonomie des gens, qui est quand même un facteur de motivation et de développement des gens. Donc, il faut juste être conscient, en fait, que c'est quelque chose actuellement et encore plus, je pense, dans le futur, qui va être demandé, voire exigé de la main-d'œuvre. Super intéressant. Nicolas, est-ce que tu avais un petit mot de la fin sur le volet courage managérial, gestion, avant Ouais, j'y aille dans une question de fermeture, avant qu'on tombe dans les questions du public? ouais, complètement. Puis je vais pas prendre trop de temps, mais tu sais, je voulais donner un petit peu de concret et de factuel sur justement le courage managérial, puis comment accompagner les gestionnaires, parce qu'on a parlé beaucoup de culture, mais en soi, qu'est-ce qu'on peut faire de concret? Je pense que, comme le disait Karine, la préparation, c'est un point vraiment très important. Tu sais, je pense qu'il faut que tu t'attendes à savoir comment la personne va réagir ou préparer les différentes réactions pour avoir un discours qui soit clair, ben, efficace et en tout cas très pertinent, puis à trouver les bons mots. Donc ça, tu le trouves pas comme ça d'un seul coup en étant face à la personne. Donc la préparation est hyper importante. Je pense que sur les premières fois où justement le gestionnaire doit faire preuve de courage managérial, bah, je pense que ça peut être très utile d'être accompagné par quelqu'un des ressources humaines. Mm. Je pense que tu fais les deux, trois premières rencontres avec une personne des ressources humaines, puis ensuite la personne va s'habituer, puis va pouvoir les faire seule. Une partie formation également, comme on le disait. Puis je pense aussi que on inculque, en tout cas beaucoup l'idée, c'est d'avoir du courage managérial, c'est d'aborder des sujets qui sont pas forcément très agréable de taper un peu sur les doigts, mais je pense qu'on doit aussi faire comprendre au gestionnaire que le courage managérial, c'est aussi j'appuie sur quelque chose, mais je t'apporte une solution pour t'améliorer. Donc il y a un côté très, je vais t'aider à te développer. Il y a des choses qui vont pas parce qu'on n'est pas tous les meilleurs à 100% dans tout ce qu'on fait. Il y a des choses qui vont pas, mais je vais t'expliquer, moi, RH, en tant que gestionnaire, comment de ce courage managérial-là, tu vas pouvoir aider la personne à être plus compétente, à s'améliorer, puis aider ton équipe à être meilleure finalement. On voit beaucoup le courage dans managérial comme je viens, puis je te tape sur les doigts, je te dis ce que j'ai à te dire, puis c'est tout, on passe à autre chose. Mais non, tu vois, il y a tout un accompagnement derrière. Oui, je te dis ce que j'ai à te dire de manière pas toujours positive, mais derrière, je vais t'aider justement à ce que le prochain commentaire et la prochaine discussion qu'on aura ensemble bah, soit positive et que tu te sois amélioré sur ce sujet-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit beaucoup, beaucoup amener, puis ça passe beaucoup par les RH, selon moi. Et ça se veut constructif, bien Oui. évidemment. Question de la fin avant qu'on se lance dans les questions du public. Selon votre champ d'expertise et à tour de rôle, pouvez-vous me décrire votre vision par rapport à l'évolution du rôle RH dans les prochaines années? Je lancerai peut-être la question d'abord à Karine, qui a fait un bon travail d'ouvrir le bal aujourd'hui souvent. OK, ben, je suis désolée, messieurs, mais je vais prendre le sujet de l'heure. Vous êtes prêtes? Je vais parler de l'intelligence artificielle. Ah, Fait que on l'aborde pas aujourd'hui, on y a pas touché, mais juste être super conscient de l'impact. C'est le fun, il y a des débats présentement entre l'intelligence artificielle appartient à quel département dans l'organisation ou l'entreprise. Puis je trouve ça intéressant, puis je veux pas qu'on néglige l'importance que le rôle de la personne en RH va avoir à être capable de mettre en place des processus où on va accueillir et guider nos employés à l'utilisation et sécuriser l'entreprise dans tout ça. Fait que je pense que ça va éventuellement faire partie d'une obligation d'avoir une politique. On l'a vécu avec les réseaux sociaux, on l'a vécu avec le droit de la personne dans les réseaux sociaux, la représentation. Fait que juste pas oublier, tu sais, autant dans le volet de formation, développement, comment on va être impliqué sur former nos gens, sur bien l'utiliser, puis sainement, s'il vous plaît. C'est tellement un outil qui est là, qui prend de l'espace dans plein de choses, mais les gens l'utilisent comme ils pensent qu'ils devraient l'utiliser. J'ai juste peur qu'il y ait des enjeux puis des petites explosions. Fait que soyez juste préventifs puis commencez à juste avoir, tu sais, on n'est pas rendu loin dans tout ça, mais oubliez-les pas, ça s'en vient. Fait que c'est un autre beau défi. hmm. Merci Karine. Alex, veux-tu seconder? Oui, je rejoins Karine. D'ailleurs, ça va être des questions en entrevue, hein. Le positionnement de l'intelligence artificielle chez les employeurs. Donc, je pense qu'il faut vraiment y réfléchir, puis avoir une charte, une politique, puis faire des choix aussi, puis encore une fois, en consultation des employés selon leurs besoins. Moi, je pense que c'est déjà débuté. En fait, c'est déjà en cours, mais ça va être encore plus dans les prochaines années. Ça va être un pro du changement, de la gestion du changement, d'accompagner les business au niveau des nouvelles structures, se réinventer, réussir
à survivre, en fait, dans tous les changements qu'on vit depuis les dernières années. Je suis persuadé qu'il va en avoir d'autres. C'est de l'inconnu. On navigue dans de l'inconnu actuellement. Donc, ça va vraiment être un rôle de stratège qui va connaître le marché, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe, qui va aider. Ça va être un facilitateur, en fait. Puis un accompagnateur au niveau des réflexions dans le CODIR, là, dans le comité de direction. Je pense que le DRH a encore plus sa place dans les comités de direction actuellement. Avoir le succès qu'on a eu avec les inscriptions pour le webinaire d'aujourd'hui, moi, ce que ça me dit, c'est que définitivement, les professionnels RH sont à l'affût d'en savoir plus, de rester au courant de l'actualité. C'est vraiment génial. Nicolas, de ton côté? Oui, bah, je vais pousser un petit peu ce que disait Alex sur la partie stratégique de la fonction des ressources humaines. Littéralement, je pense que les ressources humaines avant étaient juste un service qui était là pour faire les payes, les formations, puis qui coûtait de l'argent. Mais de plus en plus, c'est devenu la base de construction des entreprises. Tu construis ton entreprise sur le bien-être, la culture d'entreprise, les recrutements que tu fais. Si tu fais un mauvais recrutement, bah forcément, ça va découler derrière sur la chaîne de manière pas forcément très positive. Donc, je pense qu'on prend ce côté de plus en plus stratégique des ressources humaines. On va le devenir de plus en plus. On fait partie du business à part entière, aussi bien qu'un directeur, un DRH va avoir une place aussi importante, ce n'est plus importante qu'un directeur financier selon moi. Donc, je pense que les entreprises sont justement dans cette évolution-là, à mon avis. Puis on le voit, les ressources humaines, on est passé de conseiller RH à comment dire, des postes, en tout cas une notion des ressources humaines où ça s'est découpé de plus en plus en, maintenant on a des gens qui sont spécialisés en recrutement, des fois on a des gens maintenant qui sont spécialisés en culture d'entreprise, etc. Donc, selon moi, le gros sujet des prochaines années pour les ressources humaines, c'est comment on peut devenir une vraie entité business pour l'entreprise, puis comment on peut faire gagner de l'argent à l'entreprise, là où avant on était vu comme un service qui coûtait de l'argent tout simplement. Il nous reste maintenant 10 minutes. On va respecter évidemment là, la fin pour 13 heures. En passant, la rencontre d'aujourd'hui a été enregistrée. On va vous faire parvenir là, dans les 24-48 prochaines heures une copie de l'enregistrement. Donc, pour ceux et celles là, qui voudront revoir certaines portions, ça sera possible. Euh, pour le déroulement des questions du public, ce que je propose, je vais lire la question et je ne vous demanderai pas votre réponse à tour de rôle. Il y aura un volontaire qui pourra y répondre selon qui est inspiré. Donc, allons-y justement avec une question de Audrey qui s'adresse entre autres à Karine. Karine, tu as parlé de DEI, un sujet qui me tient à cœur. Je pense que les entreprises sont ouvertes à la diversité visible, mais qu'en est-il de la neurodiversité? Crois-tu que les entreprises sont prêtes à adapter leurs pratiques onboarding, formation, recrutement, gestion de performance, pour inclure davantage de neurodiversité, étant donné que nos futurs employés seront de plus en plus issus de cette diversité. Et comment? C'en est toute une bonne Belle question, hein? question. OK, c'est magnifique, j'adore. C'est tellement beau d'entendre ça parce que ça fait partie, on est d'accord, là, ceux qui ont des enfants parmi nous qui sont présents. Moi, j'ai une belle demoiselle qui a été accompagnée d'un plan d'intervention depuis qu'elle est jeune demoiselle. Tu sais, elle a tous ses diagnostics, elle a su cheminer, rendue au collège, université, tu sais, capable. Mais quand elle rentre dans un milieu de travail, elle s'attend d'avoir accès à ces outils-là parce que ça y a toujours été donné. Elle a toujours, puis, tu sais, ces gens-là sont fait que tous ces facteurs-là, là, quand on parle de cette nouvelle génération-là qui rentre, ils sont, ça fait partie de qui ils sont, ça fait partie de leur identité. Voici, je suis, tu sais, puis voici les outils que j'utilise. Fait que je pense que oui, il faut avoir cette ouverture-là, il faut s'asseoir avec nos jeunes puis voir, pas juste les jeunes, les gens qui sont en place. Qu'est-ce que tu as besoin, ton niveau, tu sais, ton ordinateur, ta concentration, tes outils. Puis, tu sais, il y a souvent l'image entre l'égalité et l'équité. Est-ce que vous l'avez vu, cette image-là là, du petit monsieur? Là? Est-ce que ça vous dit quelque chose, là, ces trois personnes qui regardent un match de hockey ou de baseball? Là? Puis, tu sais, c'est intéressant de voir que souvent, on va parler d'égalité, on va donner, fait que pour l'expliquer pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a quelqu'un qui est plus petit, qui ne voit pas du tout la game. On a quelqu'un qui est médium et grandeur moyenne et qui voit un peu la game. Puis on a le grand qui voit toute la game. Fait que quand on reste égal, c'est qu'on donne le même grandeur de banc pour tout le monde. Mais le plus grand, il bloque tout le monde en arrière parce qu'il a le même grandeur de banc. Fait que je pense qu'il faut vraiment juste, à titre de gestionnaire, être capable d'identifier les besoins. J'ai beaucoup aimé ce quand tu as mentionné tantôt, Stéphane, que quelqu'un développait un outil pour aller cibler les besoins
tu sais, dépendamment du cycle de vie où on est, nos besoins sont différents. C'est ça qu'il faut faire. Des fois, dans l'évaluation de rendement, on a les mêmes questions pour les mêmes personnes. Fait que ça, c'est donner le même banc à la même personne. Oui, il faut identifier des quantifiables, je suis d'accord, mais il faut aussi, fait que dans cette question-là, s'il vous plaît, ouvrez-vous à regarder, OK, comment je fais pour m'adapter? Qu'est-ce que cet employé-là a besoin comme outil? Parce qu'ils s'en attendent. Ils ont toujours eu ce temps supplémentaire-là. Puis ils sont aussi performants quand ils les ont et même au-delà parce qu'ils ont eu la chance. Tu sais, moi, je me rappelle, mon frère a la même approche, puis ça a été difficile tout son parcours scolaire, tandis que là, on a outillé ces gens-là à voir des opportunités d'avoir. Mais il faut être prêt à les accueillir dans tout ça. Puis il ne faut pas qu'ils se sentent comme si, ah, on m'a pas donné, on m'a donné le même banc versus, tu sais, chaque individu a été un petit peu plus pris en charge pour ce qu'il est capable d'apporter puis ce qu'il a besoin pour apporter ses livrables. Fait que, excellente question. Je peux en parler des heures, mais je pense Ben, qu'il y en a d'autres. écoute, excellente réponse aussi, Karine. Merci beaucoup. Allons-y avec une autre question qui risque d'être probablement la dernière question pour aujourd'hui. Dans un milieu où la politique de télétravail est d'une journée au bureau par semaine, est-ce que de ramener ça à un peu plus de jours serait un bon move, entre guillemets, où nous allons nous tirer dans le pied? Nous organisons des journées de team building, mais les employés ne se voient pas en personne à chaque semaine. Bref, quelles sont les meilleures pratiques en termes de flexibilité au travail et puis de retour au bureau? Si je peux me permettre, la solution pour bon, la fameuse entreprise A n'est pas la même que la solution que l'entreprise B. Il faut s'adapter à notre contexte, à notre secteur d'activité, qu'est-ce qu'on fait, la grandeur de nos équipes. Je reviens à l'organisation du travail. Donc, le bon exercice, va sur une table, va dessiner, regarde les tâches pour l'individu. On parlait d'équité avec Karine, je vais faire du pouce là-dessus aussi là-dessus. Regarde toutes les activités que les gens font de façon autonome, individuelle, qui ont besoin de concentration, de bloquer tous les irritants, se déconnecter, faire du deep focus, là, du deep work, pardon, puis regarder qu'est-ce qui a une valeur ajoutée de le faire en présentiel qui facilite la transmission des connaissances, la collaboration, la créativité, l'innovation. Ça réduit le stress aussi de cette façon-là. Donc, la formule, fameux 2 jours, 3 jours, 4 jours, n'est pas la même d'une entreprise à l'autre. Il faut s'adapter en fonction de notre réalité. Puis même, j'étais dans une entreprise, avant d'être en consultation, dans une entreprise, on avait 2 adjointes. Une au RH, une qui était adjointe en production. Puis l'adjointe en production avait besoin d'être en présentiel pour assister l'équipe, donner les PI, répondre aux questions, l'accueil intégration, etc., faire le lien avec le superviseur alors que l'adjointe au RH faisait beaucoup du travail individuel, avait seulement besoin de son laptop, pouvait quasiment faire de partout dans le monde. Donc, la politique était adaptée aux différents départements aussi. Donc, ce n'est pas juste même l'entreprise, mais le département pour que ça soit équitable entre les exigences et le contexte, en fait, du poste. Donc, il faut vraiment le réfléchir stratégiquement. Y aller avec beaucoup de discernement. Donc, je vous partage mon écran une dernière fois. C'est en lien avec le prochain webinaire. Donc, j'ai mis dans le chat en début de rencontre le lien d'inscription pour le prochain webinaire qui aura lieu le mercredi 16 avril sur la transformation numérique et RH. On va avoir un expert en transformation numérique, de même qu'une experte RH, panel de discussion. Donc, je vous invite à vous inscrire en grand nombre. On a également copié les LinkedIn de tous les intervenants d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre sur LinkedIn. Et enfin, j'ai mis un lien vers le sondage post-webinaire. On est curieux de vous entendre, de savoir ce que vous avez aimé, moins aimé, ce que vous aimeriez entendre dans le futur. Puis, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à nos panélistes. Donc, merci Karine, merci Nicolas, merci Alex. Vous avez été d'incroyables panélistes aujourd'hui. Ça a été une super discussion. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Donc, bonne fin de semaine, puis à bientôt. Bonne journée. Merci tout le monde. Bonne journée. Bye. Bye. Bye bye.